tous et bienvenue dans Café Presse. Aujourd'hui, l'actualité interroge les conséquences de la puissance du déni dans la manifestation. Que la scène se passe dans un petit village français ou au sommet de la première puissance mondiale. Et on commence avec l'ouverture du procès Daval, du nom de cet homme, Jonathan Daval, qui avait ému la France entière en mari éploré avant d'avouer être l'assassin de sa compagne Alexia. Un fait divers à la une du Parisien qui revient sur la descente aux enfers d'un couple modèle. Rémi Dessart, éditorialiste du quotidien, interroge cette fascination française pour le pire, caractérisée par, je cite, des personnages auxquels on peut s'identifier, des rebondissements à foison, des mystères qui s'épaississent. Mieux que dans les meilleures séries de Netflix, comme si la réalité était plus forte que la fiction. Sauf que dans la réalité, une femme est morte sous les coups de son mari et que dans la vraie vie, ça porte le nom de féminicide. Dans la réalité, toujours, cet homme, Jonathan Daval, entre déni et couardise, selon le Parisien, est allé jusqu'à s'inventer un film dans lequel sa belle famille aurait tout orchestré. Selon Libération, qui revient également sur cette tragédie en 4 actes, l'affaire Daval n'est plus une mythologie judiciaire, une joggeuse assassinée par un rôdeur, elle devient le symbole des féminicides dont le terme, au moment des faits, commence alors à émerger. 3 mois après le drame, quand Jonathan Daval reconnaît enfin les faits, son avocat, maître Randall Schwerdorfer, tient les propos suivants. Jonathan Daval va être jugé pour 3-4 secondes de sa vie. Ce n'est pas un mauvais homme, c'est un mec formidable. Une sortie lunaire, immédiatement condamnée par Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas un drame passionnel, c'est un assassinat, s'était-elle emportée, renonçant alors à son devoir de réserve. Cette affaire, hors norme de par son retentissement médiatique ainsi que dans les moyens mis en œuvre pour parvenir à la vérité, marque la fin d'un déni collectif et individuel, d'une famille, d'un couple et d'un homme qui n'ont pas su voir la réalité en face, et d'une société qui n'a pas su nommer un mal qui voyait pourtant le nombre de ses victimes augmenter chaque année. Le déni, toujours, celui d'un président déchu et de ses partisans éplorés qui ne peuvent se résoudre à voir la vérité en face. À la une de Libération, Donald Trump, tête basse, tourné vers la gauche qui symbolise un recul, ne semble pourtant pas prêt à reconnaître qu'il appartient désormais au passé de l'Amérique. 8 jours après l'annonce de la victoire de Joe Biden, les pro-Trump, pris en flagrant déni, pourraient par leur obstination porter atteinte à la démocratie américaine. Interrogé par le quotidien de gauche, Lawrence Douglas, éminent professeur de droit dans le Massachusetts, avait prédit dans son livre Will He Go que Donald Trump n'accepterait pas sa défaite. Selon lui, si Donald Trump finira par se soumettre à sa défaite, il ne la reconnaîtra jamais. J'imagine aisément qu'il puisse boycotter la cérémonie d'investiture de Joe Biden, voire qu'il prenne un malin plaisir à organiser au même moment une sorte d'investiture alternative avec ses partisans. Suite et fin du feuilleton, le 20 janvier prochain, en direct de la Maison Blanche. Quand un ancien locataire de la Maison Blanche publie ses mémoires, ça ne passe rarement inaperçu. Mais alors, quand il s'agit du premier président noir des États-Unis, dont le vice-président vient d'être élu à la tête du pays, on peut parler d'événement mondial. À l'occasion de la sortie du premier tome des mémoires de Barack Obama, le JDD publie en exclusivité des extraits du 27e et dernier chapitre. Dans cette partie, Barack Obama revient notamment sur la polémique née au printemps 2011 à propos de sa nationalité américaine, largement alimentée par Donald Trump. Le revoilà. Nous n'allons pas réussir à régler nos problèmes si nous nous laissons distraire par des clowns, avait alors répondu le président en place. De celui qu'il qualifie de clown, l'ancien président a rapidement senti venir la menace. Ce dont j'étais sûr, écrit-il, c'est qu'il savait faire le spectacle et qu'en 2011, aux États-Unis, cela constituait en soi une forme de pouvoir. Loin d'être ostracisé à cause des conspirations qu'il avait colportées, il apparaissait au contraire plus influent que jamais. La suite, vous la trouverez dans les 890 pages qui constituent ce premier tome. Barack Obama sera également l'invité de François Bunel ce soir à 20h40 sur France 2. Bonne journée à tous et à demain.